Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur les secrets de la double authentification. Donc aujourd'hui, notre présentation sera animée par Luc Cotin qui est CEO de AirSecure et Mathieu Jungers qui est Information Security Officer donc chez AirSecure aussi. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat, dans l'espace chat qui est prévu à cet effet. Et on peut passer au sommaire de la présentation. Alors, qu'est-ce que vous allez voir aujourd'hui? Donc, on va déjà présenter ce qu'est l'authentification à double facteur. Quelles sont les règles aussi pour les sociétés régulées par la CSSF? On verra les authentifications fortes qui sont disponibles sur le marché, donc les différents types qui existent, les limites de cette authentification. On présentera également Walix, qui est une solution donc d'authentification forte. On présentera un cas client et on fera une petite démonstration. Mathieu, je te laisse la parole. Voilà, donc c'est moi qui vais prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, société AirSecure qui a été créée en mai 2021 et qui a pour objectif de proposer du conseil en cybersécurité. Alors, les conseils vont de nos méthodologies qu'on a développées, qui est le produit HOP, je vais en parler tout de suite après. On réalise aussi de la consultance en tant que CISO pour Chief Information Security Officer. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est en fait moi et Mathieu qui venons chez vous, soit en présentiel ou en distanciel, sur la partie cybersécurité. Donc, on fait toute une série d'analyses de sécurité sur base de la maturité de votre entreprise. Et on propose des conseils, des plans de remédiation, maintien de risque register. En fait, on joue le rôle du security officer pour les sociétés qui n'ont pas forcément l'envie d'engager quelqu'un à temps plein. Alors, on a développé aussi notre propre méthodologie HOP. HOP, donc H pour humain, O pour outils et P pour process. Alors, pourquoi la méthodologie HOP? Simplement pour aider les sociétés à s'y retrouver un petit peu dans tous les méandres des frameworks, que ce soit ISO, NIST et autres. Alors, dans le HOP, on a la partie humain, donc on fait des tests de phishing, on fait aussi des campagnes de cybersécurité, Security Awareness Training. Donc, tout ça se fait en ligne ou en présentiel à la demande du client. Alors, le O pour les outils. Alors, on a différents outils. Bien entendu, on a déjà fait des webinaires sur la partie antivirus, qui soit de la partie MTR pour Managed Threat Response. On a des outils aussi de desktop central pour la partie asset management. On s'adapte aussi aux besoins et aux outils du client. Et on a un dernier outil aussi qu'on utilise aussi pour les plus grosses sociétés, qui est Darktrace, qui est un outil de Network Detection and Response, qui permet de détecter les anomalies et les comportements anormaux des utilisateurs. P pour process. Alors, vous savez que certaines sociétés régulées ou non doivent suivre certains process. Alors, on définit des policies en ligne avec des process. Et notre rôle, c'est de s'assurer que les entreprises aient bien ces politiques d'entreprise qui soient en place. Et le rôle du CISO aussi, en contrepartie, s'assure que les contrôles liés aux process et aux policies soient bien mis en place. Voilà, donc je laisse la parole à Mathieu qui va vous expliquer un petit peu la double authentification. Merci Luc et bonjour à tous. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et parler des moyens d'identification. Donc d'abord, un moyen d'identification, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un moyen de prouver son identité au site ou à une personne à laquelle on s'adresse. Donc par exemple à votre site de réseau social ou dans le cas à la douane ou dans des choses comme ça. Donc on peut regrouper tous les moyens d'identification en 3 groupes différents. Donc on a premièrement le premier groupe qui est quelque chose que je sais. Donc ça, c'est le moyen le plus utilisé sur Internet. C'est souvent un code à retenir ou des questions personnelles. Donc comme l'exemple des questions sur le nom de votre chien ou le nom de votre premier amour. Et donc, ce moyen d'authentification, s'il est bien configuré, il est impossible à voler. Donc si on a un mot de passe d'une longueur de caractère assez longue, avec des caractères spéciaux et des caractères difficiles à retenir, c'est impossible à voler. Par contre, c'est un des problèmes, c'est que c'est difficile à retenir. Donc, si on en a plusieurs, si on a un mot de passe différent pour chaque compte et qu'on n'a pas de moyen de gérer ça, ce qu'on va vous expliquer plus tard,
c'est très compliqué à retenir et on peut facilement les oublier. Et par contre, n'avoir que les mots de passe, ce n'est plus suffisant aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on a la double authentification. Ce qu'on a aussi comme autre groupe, c'est quelque chose que j'ai. Donc ça, c'est plus principalement un objet qu'on a toujours avec soi ou un logiciel qui est installé sur votre smartphone. Donc le smartphone que vous êtes censé toujours avoir avec soi. Et l'outil qu'on utilise le plus principalement, c'est la carte d'identité ou la carte bancaire. Donc cet objet est plus sensible à la perte et au vol. Donc si quelqu'un vous vole votre carte d'identité, ou votre carte bancaire, il peut faire des virements. Et c'est par contre plus facile à gérer parce qu'on n'a pas à retenir quelque chose, on a juste à avoir quelque chose avec soi, par exemple son téléphone ou sa carte bancaire. Et donc le troisième, c'est quelque chose que je suis. Donc ça, c'est plutôt les données biométriques, donc qui sont impossibles à changer. Donc on ne peut pas avoir de nouveaux empreintes digitales ou un nouveau visage. Et donc il faut faire absolument attention au vol de ces données biométriques. Si elles sont stockées sur un site peu sécurisé, elles peuvent être volées par des potentiels hackers et réutilisées à votre insu. Mais un des avantages des données biométriques, c'est qu'il n'y a pas de problème de perte ou d'oubli, on les a toujours avec soi. Donc comme vous avez pu voir, ces trois groupes ont des avantages et des désavantages. Donc c'est ça qui est intéressant avec le but pour réparer les désavantages de certains moyens d'identification par les avantages des autres, c'est d'en combiner plusieurs. C'est pour ça qu'on a la double authentification, qui est dans le cas, on a comme exemple pour ce cas-là la carte de crédit, où pour faire un paiement au-dessus d'une certaine somme, vous avez besoin de votre carte de crédit qui est quelque chose que j'ai, et de votre mot de passe qui est quelque chose que je sais. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à améliorer le moyen d'authentification. Et donc principalement en informatique, on appelle la double authentification. C'est une méthode d'authentification forte par laquelle un utilisateur peut accéder à une ressource informatique, donc soit un site web, soit votre téléphone ou votre ordinateur, après avoir présenté deux preuves d'identité distinctes. Donc principalement, on a le mot de passe et on a l'outil, le token, qu'on va expliquer plus tard. Et donc, cette double authentification est vraiment importante parce que pour le moment, 99% des comptes qui ont été hackés n'utilisaient pas la double authentification. Et pour le moment, il y a seulement 11% des entreprises qui ont activé et obligé l'authentification forte chez leurs utilisateurs. Donc, ce qui laisse un grand nombre d'entreprises faibles et qui sont faibles via faibles face au hacking. Donc, le but aussi de cette présentation, c'est de conscientiser l'utilisateur sur l'importance de la double authentification. Et c'est ce que vous devrez faire dans votre entreprise ensuite. Donc, on a plusieurs méthodes possibles. Et on a aussi, excusez-moi, les différentes règles en mesure de double authentification. Donc, pour les entreprises régulées par la CSSF, on a la circulaire 22.804 qui est applicable dès le mois de juin et qui oblige l'utilisation de la double authentification pour les sociétés en PSF dans le cadre du télétravail. Donc, quand les gens ne travailleront pas de l'entreprise, ils seront obligés d'avoir une double authentification qui sera mise en place. Et donc, une des solutions pour mettre ça en place, c'est Microsoft 365. Donc, Microsoft 365, grâce à son Credential Access, qui permet d'activer l'activation du double facteur d'authentification hors d'utilisation habituelle. Donc, par exemple, dans le cas du travail en entreprise, on active le double facteur d'authentification juste quand les personnes ne se trouvent pas dans le lieu de l'entreprise, qui ne sont pas connectées à l'adresse IP spécifique de l'entreprise. Et donc, ça permet de ne pas embêter l'utilisateur quand il travaille dans un endroit sécurisé, mais juste de lui demander son multifacteur d'authentification quand il se connecte de chez lui ou d'un endroit non sécurisé. Et donc, Microsoft permet la double authentification soit via des tokens software. Donc, c'est un logiciel qu'on installe principalement sur le téléphone ou sur votre ordinateur, qui vous donne un token, donc ce qui est une petite courte suite de chiffres, principalement 6 chiffres, qui est générée toutes les minutes et que vous utilisez pour vous connecter sur le site. Donc, on a aussi des tokens hardware. Donc, ça, c'est principalement des clés USB. Vous pouvez brancher sur votre
sur votre laptop et qui identifie votre identité sur le site auquel vous vous connectez. Et ça fonctionne plus ou moins dans le même système. C'est aussi un token qui est généré pour vous connecter sur le site. Alors, Mathieu, excuse-moi, juste une petite précision sur la partie des tokens physiques. Ce n'est pas forcément que des clés USB. Il existe aussi des tokens physiques qui ne se connectent pas sur l'ordinateur. Il faut vraiment faire attention, évidemment, lorsqu'on a un token, lorsqu'on trouve une clé USB, de ne pas forcément la brancher sur l'ordinateur. Donc, les tokens physiques sont aussi des cartes, un peu comme les connecteurs LuxTrust, qui permettent, évidemment, pour des personnes qui n'ont pas de smartphone ou qui ne veulent pas installer d'applications ou qui n'ont pas la possibilité via le réseau d'entreprise d'installer des logiciels sur le smartphone, de toujours utiliser les tokens physiques. Alors, c'est un inconvénient évidemment pour l'entreprise puisqu'il y a un coût supplémentaire hardware, il y a de la maintenance, c'est un device supplémentaire que l'entreprise doit gérer. C'est pour ça que les entreprises préconisent de plus en plus de passer sur ce qu'on appelle des smart tokens, donc des logiciels qu'on installe sur les smartphones puisque la majorité des personnes maintenant ont un téléphone, un smartphone sur lequel on peut installer des logiciels. Toujours faire attention et toujours se rapporter à votre IT manager pour savoir qu'est-ce qui est possible d'installer sur les devices en respectant évidemment les politiques d'entreprise qui vous sont attribuées. Alors, Mathieu a parlé aussi du Conditional Access 365. Il n'y a pas que 365, hein, donc il n'y a pas que Microsoft. C'était vraiment un exemple ici pour vous expliquer un petit peu comment Microsoft gère un petit peu la double authentification. Le Conditional Access est souvent utilisé pour les applications de type Facebook, LinkedIn ou Google. Dès que vous vous connectez sur un autre device qui n'est pas le device classique, le système permet et vous affiche qu'il y a une tentative de connexion sur un autre device, ce qui vous permet évidemment de mieux contrôler ce qui se passe sur l'activité des sites web. Alors, c'est vraiment ça qu'on voulait vous expliquer. Et donc, justement, l'implémentation de ces doubles authentifications. Donc, comme Luc l'a expliqué, on a plusieurs outils. Donc, on a Google Authenticator qui est justement un token software, qui est un logiciel installé sur votre smartphone qui génère automatiquement des tokens pour vous connecter sur différents sites que vous avez configurés. Donc, c'est simple d'utilisation. On montrera plus tard une configuration de ces tokens à la fin de la présentation. Et donc, on a aussi HID, qui est une plateforme qui propose justement plusieurs types d'identification multifacteurs, donc soit des tokens ou des cartes d'identification. Et on a aussi le site Duo Security, qui est une application qui permet de générer des mots de passe. Donc, comme Luc l'a expliqué, il y a pas mal d'applications qui permettent l'utilisation de double authentification. C'est maintenant utilisé dans la plupart des solutions et les entreprises poussent de plus en plus à cette utilisation. Donc, par exemple, on a tous les sites de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn ou tous les sites du groupe Meta. On a aussi Google qui permet principalement avec son Google Authenticator ou comme Luc l'a expliqué, quand vous vous connectez depuis un nouveau device, vous avez une notification sur votre GSM ou smartphone principal qui vous dit attention, voyez une connexion de cette nouvelle machine. Est-ce que vous le permettez ou pas? Donc ça, c'est une autre manière d'avoir de la double authentification. Donc on a aussi Passbolt, qui est un outil dont on va parler plus tard, qui est un outil qui permet de gérer les mots de passe et qui a un coffre-fort à mot de passe qui est protégé par un mot de passe plus fort. Et c'est pour ça qu'on met une double authentification sur l'accès à ce coffre-fort. Donc on a bien sûr Microsoft et toutes les solutions bancaires qui permettent via l'application de confirmer vos virements avec un double facteur d'identification et pas simplement avec la carte qui est un objet que vous possédez. Vous avez un second token qui est généré par l'application. Et donc, comme j'ai dit plus tôt, il y a aussi LinkedIn. On fera un exemple plus tard. Ben donc, là, on vous a parlé de l'authentification forte, on vous a parlé de tous ses avantages. Par contre, il y a aussi quelques limites à cette authentification forte. Donc, un des plus gros problèmes, c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde de ce software ou de cette clé USB que vous utilisez. En cas de perte, vous devez tout réinitialiser.
Et donc, c'est un souci principalement parce que quand vous réinitialisez, la plupart des sites utilisent votre adresse mail. Et donc, si votre adresse mail n'est pas assez sécurisée, cette méthode peut aussi être utilisée par les hackers. Si vous avez un court mot de passe et pas de double authentification sur votre adresse mail, rien n'empêche un hacker d'accéder à votre adresse mail, de se connecter à votre adresse mail, d'accéder à un autre site, par exemple Facebook, de demander la réinitialisation de votre double moyen d'authentification et de le réinitialiser via votre adresse mail par un lien qu'il aura reçu. Et donc ça, c'est un point très important, c'est que votre adresse mail utilisée pour configurer vos comptes est la plus importante et doit être le compte le plus sécurisé que vous avez. En parallèle avec le gestionnaire de mot de passe. Donc ça, c'est ce qu'on va expliquer. Donc c'est Passbolt. Donc nous, on a Passbolt chez Rcarry et Rcube. Et donc ce logiciel permet, c'est une application qui permet de stocker tous vos mots de passe. Donc on va montrer un peu plus tard. Ça permet de, quand vous vous connectez à un site, d'enregistrer le mot de passe que vous avez utilisé pour vous connecter à un site et de pouvoir le réutiliser plus tard. Et ça vous permet aussi de générer des mots de passe compliqués et forts qui seront automatiquement utilisés sur le site quand vous vous connecterez. Et bien sûr, toute cette application est bloquée par un mot de passe maître, comme on appelle, qui doit être un mot de passe que vous connaissez et qui protège tous les mots de passe qui sont stockés dans ce coffre-fort. Donc, un des autres problèmes avec l'authentification et qui pousse pas mal d'entreprises à ne pas l'utiliser, c'est qu'il y a un retour d'utilisateurs où ils ont un ressenti de ralenti d'utilisation. Donc, ils sont obligés à chaque fois qu'ils se connectent de rentrer un token en plus de leur mot de passe. Et donc, ils ont l'impression de perdre un peu de temps à chaque fois qu'ils doivent se connecter. Mais c'est ça qu'il faut leur expliquer, c'est que tout ce peu de temps qu'ils perdent, ça permet d'augmenter fortement la sécurité de leur compte. Et maintenant, c'est vraiment un outil qui est devenu obligatoire à chaque fois que vous vous connectez. Ce qui est important de comprendre ici, et ce que Mathieu vous expliquait sur les limites de l'authentification forte, et Microsoft l'a très bien compris dans la partie conditional access. Ça permet évidemment, lorsque l'employé est dans des conditions normales d'utilisation, c'est-à-dire avec son laptop, avec son utilisateur, son nom de domaine sur lequel il se connecte au quotidien, Microsoft arrive à détecter ce qu'on appelle toute une série on des checks au niveau conditionnel, toute une série de conditions sont respectées. Il n'y a pas de double facteur d'authentification qui est affiché. Dès que l'utilisateur sort des conditions standards de fonctionnement, c'est-à-dire lorsqu'il travaille à la maison ou lorsqu'il travaille dans un bureau sur lequel, par exemple, l'adresse IP a changé, à ce moment-là, Microsoft arrive à détecter qu'il y a des changements habituels et propose à ce moment-là un double facteur d'authentification. Ce qui permet évidemment d'améliorer l'expérience utilisateur. Et voilà, Microsoft propose cette solution, ce qu'on appelle le conditional access. Et vous verrez peut-être plus tard, et ça permet évidemment de vérifier aussi les types de souscription. Microsoft propose par défaut le multifacteur d'authentification par défaut sur les souscriptions classiques Office 365. Mais dès que vous voulez faire du conditional access, évidemment, ce sont des licences supplémentaires. Mais voilà, l'expérience utilisateur est une contrainte, c'est sûr, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans le cadre de l'entreprise et qu'il y a des impacts qui sont assez importants. Mathieu va vous montrer par la suite quels sont les impacts qu'il pourrait y avoir, justement, de ne pas avoir de double authentification. Et même avec une double authentification, il faut quand même rester vigilant sur la façon dont on gère la double authentification. Double authentification par SMS, par exemple, est à déconseiller maintenant ou le faire de façon très contrôlée. Voilà, Mathieu, je te laisse la main. Ça, maintenant, Luc va vous parler plutôt de Walix, donc une solution qu'on utilise chez Rcarry pour se connecter et pour donner l'accès aux différents fournisseurs. Alors, Walix, en fait, Walix, c'est un zéro trust. Alors, pourquoi on en parle dans l'authentification forte? C'est, comme vous savez, donc Rcube, Rcarry, on a aussi des serveurs qui tournent au sein de notre data center.
Et il n'est pas rare qu'on a des IT managers, on a tout un service IT qui doit se connecter sur les serveurs de votre entreprise. Et parce que le data center, évidemment, il est géré par Aircube. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on doit s'assurer que on a bien la bonne personne qui se connecte sur les serveurs, ce qu'on appelle le need to know principle. Donc, on doit évidemment s'assurer de l'identité de la personne. Alors, Walix, c'est un système d'authentification forte qu'on appelle un zero trust. Ça permet évidemment de s'assurer qu'on a bien la bonne personne sur le serveur. Alors, comment ça fonctionne? Le système, l'IT manager se connecte sur un site internet sécurisé. On ne communique plus les mots de passe des serveurs aux employés, donc aux IT managers. Donc, on communique simplement, on applique simplement ce qu'on appelle des privilege access. Donc, on donne des accès privilégiés sur des serveurs. Et Walix, lorsque l'authentification est réalisée, c'est-à-dire avec le user, le mot de passe, on fait des vérifications évidemment de la source de la connexion. Donc, si c'est une IP qui vient d'un client qu'on connaît. Ensuite, on vérifie avec un double facteur d'authentification. Et le système autorise à ce moment-là toute une série de connexions sur les serveurs. Mais le système ne demande plus de mot de passe. Donc, on a vérifié évidemment avec l'IT Manager qui doit avoir accès sur quel serveur et le système à ce moment-là fait ce qu'on appelle du provisioning. Alors pourquoi Walix? Alors Walix, c'est super intéressant pour les sociétés régulées et autres, hein, bien entendu, mais vous savez que pour les sociétés régulées, on doit donner des comptes, on doit rendre des comptes à la CSSF pour savoir qui s'est connecté sur les serveurs, quand, et quelles sont les actions qui ont été faites sur ce serveur. Alors, Walix permet évidemment de maintenir tous les logs de connexion, permet aussi de maintenir et d'enregistrer ce qui se passe sur l'écran, pour éviter qu'il y ait par exemple quelqu'un qui fasse une mauvaise manipulation sur un serveur et puis après, on ne sait pas ce qui a été fait. Et donc, Walix enregistre tous les événements qui se passent sur les serveurs. Alors, évidemment, c'est un petit peu différent de l'authentification classique pour un usage d'une application bancaire ou autre, puisque là, on est plus dans la connexion utilisateur finaux. Mais ici, Walix est vraiment fait pour les IT managers. Alors, on en parle simplement pour vous montrer que, voilà, côté Aircube, Aircarré, on a décidé de mettre en place les bonnes pratiques de sécurité, c'est-à-dire double facteur d'authentification, authentification forte, zéro trust pour les connexions existantes, et aussi toute la partie expérience utilisateur. L'avantage, c'est qu'une fois que la connexion a été réalisée par l'IT manager ou son équipe, le token, on va dire le token de connexion est automatiquement désactivé. Donc, ça veut dire que dès que la personne va se déconnecter, le système va bloquer les connexions et va demander une nouvelle authentification pour accéder à la plateforme digitale qui vous aura été attribuée. Donc là, je vous invite, si vraiment vous avez des besoins de ce type, c'est-à-dire que vous avez vos propres serveurs dans des data centers qui ne sont pas forcément chez Aircube, de contacter un représentant Aircarré, Aircube, et on se fera un plaisir de vous faire une démonstration de comment ça fonctionne, la facilité d'installation du produit et surtout les avantages que ça peut apporter tant pour la partie régulatoire, toute la partie compliance, mais aussi pour l'IT manager et le security officer, pour avoir simplement un rapport d'audit simplement qui dit voilà, on a la preuve de qui s'est connecté sur les serveurs de l'entreprise. Voilà, je vous invite à revenir vers nous si vous avez des questions sur cette partie Walix. Mathieu? Oui. Donc maintenant, on va voir plutôt un cas d'un client. Donc comme Luc vous l'a expliqué, donc ici c'est le cas d'un client qui s'est fait hacker son compte Facebook, même en ayant la double authentification qui était mise en place. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est d'abord le client a installé une application sur son smartphone, une application de contrôle parental, donc il y avait tous les droits sur le smartphone. Et bien entendu, cette application était malveillante, donc elle avait accès à tout ce que le smartphone faisait. Et dans un second temps, ce client avait un mot de passe Facebook qui était trop faible. Donc ce qu'a fait le hacker, c'est qu'il a réussi à trouver le mot de passe Facebook. Il s'est connecté sur le compte Facebook et a directement récupéré le token qui était envoyé par SMS. Il a directement récupéré et introduit sur le compte. Donc il a eu accès directement au compte Facebook.
et il a pu mettre des images à contenu pédopornographique sur le site du client. Et donc, en plus de ça, on se rend compte que comme il a eu accès au compte Facebook, il a pu accéder à tous les différents comptes qui étaient liés à ce compte Facebook, donc tous les comptes du groupe Meta. Donc, on peut le voir ici sur l'écran, un compte WhatsApp. Et ensuite, comme le client a vu que le hacker a vu que le client était fiable au hacking, il a essayé de faire du phishing sur toutes les autres instances et tous les autres comptes qui étaient liés à l'adresse mail qu'il avait réussi à accéder. Et donc, c'est ça qui est important à mettre en place, c'est d'avoir un double authentificateur qui est assez fort. Donc, si on a vu que le SMS pouvait être contourné si jamais il y avait un souci sur le smartphone. Et donc, toujours faire attention aussi à ce que vous installez sur votre smartphone maintenant qu'il est utilisé comme un double facteur d'authentification. Il devient vraiment important de protéger votre smartphone et de protéger les mots de passe que vous utilisez aussi. Et un point important à dire aussi, c'est que on a beau avoir un double facteur d'authentification, si vous n'utilisez pas un mot de passe assez compliqué, c'est comme si vous n'aviez qu'un seul facteur d'authentification. Vous utilisez un mot de passe qui est 1, 2, 3, 4. Autant utiliser que le token et pas de mot de passe. Donc, c'est toujours les deux facteurs d'authentification doivent être sécurisés pour que les deux fonctionnent bien ensemble. Et donc, maintenant, on va voir justement quelque chose pour vous aider à bien mettre en place un mot de passe fort et à vérifier que votre mot de passe n'a pas été compromis. Donc, ici, on a le site. Mathieu, excuse-moi, peut-être juste un mot supplémentaire par rapport à l'attaque. Donc, ce qui se passe ici, et Mathieu l'a expliqué pour WhatsApp, dans le cadre de notre client, ça a été beaucoup plus loin, puisqu'évidemment, le compte Facebook, c'était le compte personnel de la personne qui avait été attaquée. Donc, Mathieu l'a bien expliqué à partir du SMS. Mais il faut savoir que cette personne avait aussi un compte Facebook de l'entreprise. Elle gérait le compte Facebook de l'entreprise. Et donc là, le client nous a contacté très rapidement pour voir quelles étaient les actions à faire. Donc évidemment, on a contacté, on a coupé les connexions avec le compte de l'entreprise. Donc je pense que l'attaque a eu lieu il y a 3-4 semaines. Aujourd'hui, le problème du compte bloqué de notre client n'est toujours pas réglé avec Facebook. On n'arrive pas à les contacter. Donc, il y a toujours une analyse qui est faite. Alors, on a essayé d'expliquer, mais c'est toujours très compliqué avec Facebook. Et il faut bien se rendre compte que si ça avait été le compte de l'entreprise avec les pages Facebook de l'entreprise, ça aurait été beaucoup plus grave. Donc, les conséquences auraient été beaucoup plus graves. Ceci dit, elles sont déjà très graves puisqu'on parle quand même d'images pédopornographiques. Et je ne sais pas si vous avez lu dans la presse, je profite de cet exemple-là, c'est que les hackers maintenant essayent évidemment pour des personnes exposées publiquement ou pour d'autres personnes, de déposer, de hacker votre machine, déposer des images à caractère pédopornographique et de faire en sorte que votre compte soit visible par la police ou les surveillances des sites. Ce qui peut évidemment poser un problème pour la personne. C'est pas elle qui a déposé les images, forcément, mais voilà, il faut que la personne devant une cour de justice puisse expliquer que ben voilà, c'est pas moi qui ai déposé ces images. Ça devient très compliqué. On rentre vraiment dans des phénomènes qui sont très compliqués. Et l'exemple qui a eu lieu il y a quelques mois, je pense que c'était en décembre l'année passée. Donc la personne s'est fait arrêter. Donc c'était une personne exposée publiquement. Elle s'est fait arrêter. Elle n'arrive toujours pas à expliquer ce qui s'est passé et pourquoi elle avait des images à caractère pédopornographique. Alors, c'est vraiment très, très délicat. Alors, évidemment, tout le monde joue avec Facebook et des comptes. Mathieu là va vous montrer comment le hacker a pu récupérer le mot de passe. Alors, le mot de passe n'a pas été craqué simplement par le hacker. Il a simplement été découvert dans le dark web. Et là, Mathieu va vous le montrer dans le site par après. C'est que vous savez que Facebook a été attaqué et il y a plus d'1 million de comptes qui ont été récupérés, l'adresse mail, les informations personnelles, mais aussi le mot de passe. Et c'est comme ça que le hacker a pu récupérer le mot de passe. Alors, dans le cas de notre client, il n'y a pas eu de chance puisqu'évidemment, le téléphone était vulnérable avec la double authentification par SMS. Donc, on a changé tout ça pour notre client, mais voilà, c'était un peu trop tard dans ce cas-ci. Mathieu, je te laisse la main sur le Have I Been Pwned. Donc, comme j'ai dit plus tôt, ce site, c'est Have I Been Pwned.
Donc, c'est un site qui a regroupé toutes les failles qui sont passées récemment sur le dark web. Donc, bien sûr. Sur ce site, on peut trouver toutes les failles qui se sont passées sur le dark web. Donc ici, dans le champ, ici, vous pouvez rentrer directement votre adresse mail et le site va vous dire si votre mail se retrouve dans une des failles qu'il a recensées. Donc comme Luc l'a dit ici, on peut voir justement en dessous toutes les failles qui sont passées récemment. Et on peut voir ici la faille Facebook dont Luc a parlé, où il y a plusieurs milliers de comptes de Facebook qui ont fuité. Et on peut voir aussi de l'autre côté les failles les plus récentes. Donc si je ne vois, on a par exemple BlackBerry, tous des comptes BlackBerry qui ont fuité. Et donc sur ce site-là, on a aussi d'autres possibilités. On peut rentrer avec son numéro de téléphone. Donc si vous avez un compte sur lequel vous vous connectez via votre numéro de téléphone, vous pouvez directement y accéder. Et vous pouvez aussi tester vos mots de passe, voir s'ils se trouvent sur une des failles. Alors, un petit mot sur la partie téléphone. Donc, dans le site Have I Been Pwned, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Donc, il est vérifié. C'est vraiment une société qui est derrière le site. Pour la partie téléphonie, il faut savoir que les hackers ont la possibilité maintenant de récupérer votre numéro de téléphone. Et lorsque vous tapez plus 352 691 et votre numéro de téléphone ou peu importe le numéro que c'est, vous allez voir si votre numéro de téléphone fait partie des attaques précédentes. Alors, c'est important de vérifier l'adresse mail et le numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que, comme on l'a cité ici dans l'exemple, le hacker, il a la connaissance du mot de passe. Pour autant que vous ne l'ayez pas changé, bien entendu. Si le mot de passe a été changé de façon régulière sur Facebook ou autre, vous n'avez pas de risque. Le seul risque, évidemment, c'est d'utiliser des mots de passe qui ne sont pas assez forts et qui sont, dont les patterns sont connus. Si je prends par exemple Welcome to AirSecure 2022 et on met 1, 2, 3, 4, le hacker va vite comprendre que il va essayer le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, jusqu'au moment où il va tomber sur le mot de passe. Le numéro de téléphone, lorsque vous allez taper votre numéro de téléphone, s'il apparaît en rouge dans le site Have I Been Pwned, soyez prudent sur les doubles facteurs d'authentification par SMS. Toujours vérifier la source et toujours vérifier d'où vient l'authentification. Je te laisse la main, Mathieu. Et ce qu'on a aussi en plus comme information, donc on a aussi le site Firefox Monitor qui a un peu le même fonctionnement et qui donne aussi des informations sur les fuites de données. Et on peut voir ici directement tout ce qui a fuité dans la fuite. Donc par exemple, ici on n'a que les mots de passe et les adresses IP. Mais ici on a, par exemple pour le site pays, on a des données partielles de carte bancaire. Donc c'est aussi intéressant de voir sur les failles qui vous sont affichées ce qui a fuité. Parce que, par exemple, c'est peut-être des données où vous avez juste votre adresse IP et un mot de passe, et votre adresse mail, ou certaines, vous avez vraiment des données personnelles qui peuvent avoir fuité via ce site. Donc toujours intéressant de se renseigner. Et le site Firefox Monitor permet aussi, si vous cochez ici cette case en entrant votre adresse mail, de recevoir une alerte si jamais votre mail apparaît dans des futures fuites. Donc Firefox va toujours contrôler, va garder votre adresse mail en mémoire, et quand il va retrouver une fuite contenant votre adresse mail, il va vous informer via un email. Donc maintenant, nous allons vous faire une petite démonstration. Donc Luc va vous faire une démonstration des différents outils qui permettent la double authentification. Donc on va vous présenter Passbolt et une connexion à LinkedIn via le double authentificateur. Alors, vous voyez bien mon écran, Mathieu, tu vois bien mon écran, Ouais, Google? tout est bon. Okay. Parfait. Alors, je vais vous montrer un petit peu la partie double authentification, comment l'activer. Alors, je vais vous montrer deux, trois petits exemples. C'est exactement la même chose sur la partie Facebook ou autre. Donc, toujours aller dans les paramètres du compte. Ensuite, on peut aller voir les informations. On peut aller simplement dans Data Privacy, voir quelles sont les informations. Et il y a toujours un onglet sécurité. Alors, on peut voir ici
two-step verification qui est activé. Alors, dans l'exemple de Google, bon, ben voilà, vous pouvez simplement remettre votre mot de passe et ensuite activer le double facteur d'authentification. Alors, je vais vous montrer sur LinkedIn ce qui est important sur LinkedIn, puisque là, on est dans la partie professionnelle. Même principe, donc lorsque vous allez sur votre compte LinkedIn, excusez-moi, je pense que j'ai perdu le focus de l'écran. Excusez-moi, je vais... Voilà, donc vous allez dans la partie Account Access et vous avez les informations concernant le mot de passe et autres. Et vous avez ici, dans LinkedIn, le Two-Step Verification. Je l'ai désactivé pour vous montrer comment l'activer. C'est relativement simple. Donc, vous faites simplement Turn On. Vous choisissez l'application. Alors, moi, l'application, j'utilise Google Authenticator puisque j'ai beaucoup de comptes et j'ai toujours utilisé cette application-là. On a la possibilité de faire du SMS. Alors, vous connaissez maintenant pourquoi il faut mieux éviter la partie SMS. Prenez l'application qu'on appelle Authenticator Apps, ça peut être Microsoft, Google ou d'autres. Toujours faire attention, et là Mathieu l'a bien expliqué, il n'y a pas de sauvegarde puisque on est dans du double facteur d'authentification. Donc, tout est sur votre téléphone. Donc, de nouveau, bien sécuriser votre téléphone. Lorsque vous faites continuer, vous devez remettre votre mot de passe, ici Facebook et par LinkedIn en l'occurrence, et vous avez un code QR. Donc, lorsque vous avez votre application, je ne sais pas vous le montrer sur le téléphone, donc vous faites simplement ajouter une nouvelle authentification, vous scannez le code QR. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de scanner et que ça ne fonctionne pas, vous pouvez taper simplement le code ici. Donc là, je vais le faire je vais le refaire puisque je l'avais désactivé et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, évidemment, je vais scanner le code QR. Voilà, le système me dit maintenant connexion LinkedIn. Donc, il a détecté que c'était LinkedIn. Donc, j'ai 1 minute, évidemment, pour remettre le code puisqu'il change toutes les minutes. Et dès que j'ai activé mon double facteur d'authentification, à chaque nouvelle connexion sur un nouvel appareil, il va demander un two-step verification. Donc là, évidemment, maintenant, je peux faire un sign out. Et lorsque je vais me reconnecter, alors vous voyez que là, ici, j'utilise Passbolt. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais simplement ici remettre le mot de passe. Et je me connecte sur, voilà, là, il me demande de remettre le code. Alors, le code, évidemment, il change toutes les minutes. Et vous allez voir que ben là, je suis obligé d'attendre. Donc là, je vais remettre mon code. Voilà. Et j'ai coché l'option reconnaître le device pour les prochaines connexions. Donc là, je suis sur mon compte LinkedIn. Et donc, l'avantage, c'est que le fait d'avoir connecté l'option du reconnaître le device, on peut voir que dans la sécurité, on a maintenant un device, il n'est pas encore actif, mais on a un device qui va être reconnu. Donc là, j'ai une session active. C'est toujours intéressant de voir où est la session active. Donc, vous voyez que là, je suis en télétravail, donc je suis bien à Arlon. Donc, il y a toujours, évidemment, des informations. Toujours intéressant de voir aussi quelles sont les sessions actives qui sont sur les applications. La majorité des applications le font, que ce soit Facebook ou autre. Vous avez la possibilité de voir qui est connecté sur les appareils. Donc là, on a fait un essai de double facteur d'authentification. Je vais vous montrer un petit peu maintenant Passbolt. Donc Passbolt, si je reprends le site. Alors pourquoi Passbolt? Parce que Mathieu ne l'a pas mentionné. Enfin, c'est une société luxembourgeoise qui a obtenu l'award de la meilleure start-up européenne en termes de sécurité. Alors Passbolt, c'est une application qui s'installe sur Windows, Mac, sur Android, iOS. Ça a l'avantage, c'est que c'est un outil qui permet ce qu'on appelle un vault, qui permet de stocker les mots de passe de façon sécurisée. Il y a des connecteurs évidemment sur différentes applications, que ce soit Amazon, que ce soit Oracle ou autre. Hein. Donc là, on a du Docker, on a pas mal de choses, hein, donc qui est vraiment en natif sur certaines choses. Donc, pour les IT managers, c'est relativement intéressant.
Ça marche aussi sur Raspberry, donc il y a pas mal d'informations. Il y a des synchronisations qui se font entre les différents browsers. Alors, il y a un avantage aussi, c'est qu'on voit iOS et Android, c'est que Passbolt est capable de prendre la main sur le keychain de l'iOS, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre la main et de dire « je vais vérifier tous les mots de passe » et c'est moi qui prends la main, qui communique les mots de passe au système. Alors, je vous invite à aller voir. Hein, donc, évidemment, il y a une version payante pour les entreprises, mais pour l'utilisateur le quotidien, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment un produit qui fonctionne très bien. L'avantage, c'est que voilà, c'est une société luxembourgeoise et société luxembourgeoise qui stocke les données ici à Luxembourg dans des data centers. Alors, il y a d'autres produits hein, comme LastPass, comme OnePassword, etc. Moi, je ne suis pas très fan parce qu'évidemment, je ne sais pas où sont stockées mes données. Ici, en l'occurrence, Passbolt stocke les données à Luxembourg. Voilà, donc un petit exemple ici pour une double authentification. Donc, on a une application interne qui fonctionne. Donc, elle va voir si je suis connecté. Donc, je mets simplement mon identifiant. Et là, je demande simplement à Passbolt d'aller rechercher dans ma base de données si l'application existe. Bon, je l'ai stocké une fois. Voilà. Donc, on n'affiche pas le mot de passe. Donc, l'avantage, c'est que même s'il y a des vulnérabilités sur l'écran ou sur l'ordinateur, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a des keyloggers qui permettent de loguer les mots de passe, vous ne voyez pas mon mot de passe, ce qui me permet de me connecter directement à l'application de façon simplifiée sur le système. Et ça fonctionne pour toutes les applications que vous avez stockées dans votre Passbolt, c'est-à-dire pas mal d'informations. Vous pouvez créer des folders. Vous pouvez aussi, et ça c'est l'avantage de Passbolt dans le cadre de l'entreprise, stocker des informations et les partager avec vos collègues. C'est-à-dire que si vous avez des mots de passe qui sont partageables, hein, par exemple vous avez un site d'un client sur lequel vous avez un mot de passe, vous pouvez le partager avec vos collègues. Voilà un dernier point sur la sécurité de Passbolt. Donc Passbolt ne stocke pas tous vos mots de passe en clair. Tous vos mots de passe sont stockés de façon sécurisée, protégés par le mot de passe que vous utilisez. Et que justement, quand vous configurez votre compte Passbolt, vous recevez un fichier TXT qui contient une clé qui permet de déchiffrer vos mots de passe et que vous seul avez. Donc c'est très important de ne pas perdre cette clé et de la garder sur une clé USB que vous stockez dans un autre coffre-fort ou quelque part que vous n'oubliez pas. Dans le cadre, si vous perdez votre mot de passe ou que vous oubliez votre mot de passe. Et même Passbolt eux-mêmes ne savent pas récupérer vos mots de passe. Donc c'est quelque chose de très important et c'est un point important des coffres-forts de mots de passe, c'est qu'il n'y a aucun moyen de récupérer les mots de passe stockés si vous perdez votre mot de passe maître ou votre clé qui permet de récupérer cela. Exactement, Mathieu. Alors, je me déconnecterai après. Donc, vous allez simplement dans la partie profil. Vous voyez qu'il y a les inspecteurs de clés. Donc, ça, c'est la fameuse clé, évidemment, qui permet de récupérer mon coffre-fort. On a la passphrase qui permet d'identifier, évidemment, lorsque je vais me connecter sur Passbolt la première fois le matin, il va me demander cette passphrase et un jeton de sécurité. Alors, le jeton de sécurité, c'est intéressant, vous allez le voir lorsque je vais me connecter. C'est simplement, moi je l'ai pris en aléatoire hein, et je sais que j'ai un fond vert avec EII. Si jamais, par exemple, Passbolt m'envoie une notification et que je ne vois pas ce jeton de sécurité, c'est que c'est probablement une tentative de phishing. Alors, on en a parlé lors de ce webinaire, double facteur d'authentification possible dans Passbolt. Donc, vous activez, moi je l'ai activé sur Google Authenticator. Et donc, lorsqu'on va se connecter sur Passbolt, automatiquement, il va demander une connexion double facteur. Donc là, évidemment, je me déconnecte. Vous pouvez choisir se souvenir. Donc la fameuse passphrase, c'est ce que Mathieu vous a expliqué. Donc évidemment, il faut qu'elle soit la plus longue et la plus sécurisée possible. Vous avez le petit token qui vous permet de voir que c'est bien le bon site sur lequel je me connecte. Et je vais m'identifier. Bon, si je ne mets pas la bonne phrase, ça va pas aller. Voilà.
Et là, il me demande le double facteur d'authentification. Alors, moi, je ne l'active jamais pendant 1 mois. Vous avez la possibilité, évidemment, si vous utilisez beaucoup Passbolt, de sélectionner se souvenir de l'appareil pendant 1 mois et le mois suivant, il vous affichera automatiquement le double facteur d'authentification. C'est vraiment important de mettre de la sécurité sur le coffre-fort et ça va permettre évidemment de sécuriser. Alors, ce qui est intéressant aussi dans Passbolt, vous le verrez, vous pouvez le tester vous-même, c'est que vous pouvez créer d'autres mots de passe. Simplement, vous pouvez choisir une URL, un utilisateur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un générateur de mots de passe et vous pouvez, et c'est ce que moi je fais généralement, je laisse Passbolt gérer automatiquement les mots de passe. Ce qui veut dire que vous affichez la complexité du mot de passe. Vous dites, moi je veux 25 caractères, on n'est plus limité puisque ce n'est plus vous qui allez retenir le mot de passe. Et croyez-moi que pour trouver un mot de passe comme ceci, c'est impossible. Alors, vous pouvez, si vous préférez, avoir des passe-phrases et le système, il va évidemment vous afficher des passe-phrases. Voilà, c'est relativement intéressant en termes d'affichage. C'est très convivial. Et ça peut vous aider au quotidien dans l'utilisation des mots de passe au sein de l'entreprise. Alors, de nouveau, au sein de l'entreprise, demandez toujours à votre IT manager si c'est possible d'utiliser le produit. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en mode entreprise, vous avez beaucoup de fonctionnalités qui sont évidemment intégration, connexion avec toute la partie folder, partager des folders, etc., etc. Voilà. Je pense que Mathieu. Merci Luc, merci Mathieu pour la présentation. On va passer aux questions. Il nous reste 10 petites minutes pour répondre aux différentes questions qui nous ont été posées tout au long de votre présentation. La première question, c'est si jamais on a des applications qui n'offrent pas cette possibilité d'avoir de double facteur d'authentification, qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser le compte? Tu réponds, C'est principalement, je ne sais pas si il faudra ajouter quelque chose, mais c'est principalement avoir un mot de passe donc fort en utilisant, comme on l'a montré, une application de gestionnaire de mots de passe et d'essayer d'éviter d'avoir ces applications-là des données sensibles qui risquent de fuiter. Donc ces applications-là sont principalement moins sécurisées, mais ça dépend de l'application. Il existe évidemment des solutions dans le cadre de l'entreprise. Là, votre IT manager connaît pas mal de solutions. On n'a pas parlé de single sign-on. Single sign-on permet évidemment de renforcer la sécurité avec les comptes Active Directory et de ne plus taper de mot de passe. Et à ce moment-là, c'est votre mot de passe du compte entreprise qui va sécuriser la connexion. Évidemment, ça nécessite des ajouts supplémentaires de logiciels. Et votre IT manager peut nous contacter. Donc, on a différentes solutions. Et comme Mathieu l'a dit, utilisez des mots de passe forts, utilisez un coffre-fort de mots de passe. Et si possible, faire un check avec votre mot de passe. Ça, Mathieu vous l'a montré. Le mot de passe que vous tapez de façon régulière, vous le testez dans FIF Binpon et vous verrez si ce mot de passe a déjà été récupéré ailleurs sur le web. Merci. Et peut-être changer régulièrement les mots de passe aussi. Bien entendu, bien entendu, s'il n'y a pas de double facteur d'authentification. Alors, un mot de passe de 12 caractères minimum, vous pouvez le changer une fois tous les 3 mois. Plus vous augmentez la taille du mot de passe, le changer moins souvent, mais toujours faire attention que si le site sur lequel vous avez été a été attaqué, le mot de passe se trouve en clair. Donc, il faut le changer. Merci beaucoup. Autre question qui nous a été posée quand vous avez parlé de Microsoft 365, est-ce que le conditional access est compris de base dans toutes les packages de 365? Alors, malheureusement, non. Dans les packages de base, on a le multifacteur d'authentification qui est activé par défaut. Si on veut ajouter du conditional access, qui est évidemment un outil qui permet un système de contrôle qui permet de faciliter les connexions, il faut passer en licence Business Premium. Mais là, à ce moment-là, j'invite les clients à se rapprocher de leurs contacts commerciaux pour voir un petit peu quel type de version et quel type de produits ils ont chez Microsoft.
et avec la possibilité d'upgrade vers du conditional access. Mais voilà, bon, ça c'est au cas par cas avec le client qu'on peut vérifier. Mais Business Premium contient tous les produits Microsoft, y compris le conditional access. Merci Luc. Et toute dernière question, est-ce qu'il existe d'autres façons de s'identifier de manière sécurisée sans password, sans login password? Alors oui, il y a d'autres façons, hein, donc, qui est donc le Face ID, l'empreinte digitale. Alors, moi, je suis pas très fan de l'empreinte digitale parce qu'évidemment, une fois qu'elle a été volée, c'est très compliqué à gérer, donc on ne sait pas la changer. Le Face ID, alors voilà, sur certains produits, ça fonctionne très bien, sur d'autres un peu moins. De nouveau, toujours faire attention d'avoir évidemment pour la partie Face ID, de s'assurer que ce sont des applications natives et que ce ne soient pas des add-ons qui soient ajoutés sur un produit. Alors, pour votre information, on a appris que Microsoft, Google et Apple avaient lancé un programme de sécurisation. Et donc, l'idée de ce consortium, c'est de ne plus taper le mot de passe. Et donc, on va arriver vers des solutions comme le Halo de chez Microsoft, mais de façon globale pour éviter que l'utilisateur ne tape des mots de passe. Alors, ça va être tout un système de contrôle qui va se faire en arrière-plan. Mais voilà, donc ça a été annoncé par Microsoft, Apple et Google. Je pense que les premiers prémices du produit sortiront en 2024. Donc, en attendant, toujours bien faire attention d'utiliser au maximum le double facteur d'authentification. Et on l'a de nouveau vu dans le webinaire, hein, donc les impacts peuvent être dramatiques pour l'entreprise, mais aussi pour l'employé qui utilise les applications sur le web. Il y a de plus en plus d'applications sur le web, de plus en plus de facilité de se connecter. Soyez toujours vigilants sur ce que vous faites sur Internet. Et dans le cas, vous contactez un spécialiste, votre IT manager, si vous avez le moindre doute. Mais voilà, on est toujours là aussi pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur, que ce soit sur l'authentification ou autres questions sécurité. Merci Luc, merci Mathieu. Donc on aura bien compris que sécuriser les mots de passe, c'est vraiment essentiel. Et donc il y a aussi effectivement une partie de sensibilisation de la population à ces problématiques. On vous remercie pour la présentation. On espère en tout cas que cela aura répondu à vos attentes. On vous enverra dans le courant de la journée le support de présentation et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions ou besoin d'informations complémentaires. Voilà, merci tout le monde. Une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.